relayé à travers le monde plus de 500 000 fois en quelques minutes, devenant ainsi le tweet le plus populaire de toute l'histoire du réseau social. Il faut dire que l'équipe Obama est très active depuis le début, avec près de 8000 tweets à ce jour pour le compte @BarackObama et 22,5 millions d'abonnés, contre seulement 1,7 million pour son concurrent Mitt Romney. Quelques chiffres encore, hier soir on a dépassé les 300 000 tweets par minute au moment des résultats, pour un total de 7 millions de messages sur toute la période de vote. Un joli coup en termes d'image de marque à la fois pour Barack Obama et pour Twitter. Barack Obama qui tend donc la main aux républicains, il promet d'être à l'écoute pour faire face notamment aux échéances budgétaires et fiscales. Il faut dire qu'il retrouve un congrès avec la même configuration. Les républicains restent majoritaires à la Chambre des représentants, dont les sièges étaient également remis en jeu dans ce scrutin. Les démocrates conservent leur majorité au Sénat. Un seul démocrate, Bill Clinton, avait enchaîné 2 mandats pleins à la tête du pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le premier président noir des États-Unis a donc réussi à convaincre ses compatriotes qu'il était le mieux placé pour les guider pour 4 années supplémentaires. L'analyse de l'économiste et écrivain Jacques Attali. Son secret, c'est d'abord d'avoir un parti républicain en face de lui extrêmement divisé, qui hésite entre une extrême droite, la Front National française, si on veut faire un parallèle, et un parti centriste. Et le fait de ne pas avoir été capable de choisir entre ces 2 lignes a certainement empêché les républicains de trouver la voie vers le succès. On a toujours dit qu'un président ne peut être élu en période de crise. C'est vrai qu'en dehors de Roosevelt en 1940, qui était une circonstance particulière, un président avec 1% de chômage n'a pas été aux États-Unis. En Europe, ça n'a pas toujours été le cas, puisque Merkel a été réélue alors que la crise avait déjà commencé. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est de montrer un cap, un président qui donne le sentiment qu'il est à mi-parcours d'un projet, plus de chances d'être élu qu'un président qui donne l'impression d'improviser. Et Jacques Attali, depuis ce matin, Barack Obama reçoit les félicitations des dirigeants du monde entier. François Hollande parle d'un choix clair pour une Amérique ouverte et solidaire. Message de félicitations également d'Israël, d'Égypte, de Grande-Bretagne, de Russie ou encore de Chine. Les Américains ne choisissaient pas que leur président, ils devaient aussi s'exprimer sur une série de référendums locaux, pas moins de 172. Ainsi, les Californiens ont décidé de maintenir la peine de mort. Grande première, le Colorado et l'État de Washington légalisent la consommation personnelle de cannabis et les partisans du mariage homosexuel obtiennent gain de cause dans le Maryland et le Maine. En France, c'est justement la première réforme sociale du quinquennat pour légaliser l'union et l'adoption par les couples homosexuels. Le projet de loi sur le mariage pour tous a franchi l'étape du Conseil des ministres ce matin, mais la polémique continue. Le débat fait rage entre les pros et les anti. La droite et l'Église y sont farouchement opposés, allant même jusqu'à des dérapages. C'est le cas du sénateur UMP Serge Dassault ce matin chez nos confrères de France Culture. Ce texte est un danger pour l'avenir de la nation et le parlementaire n'hésite pas à établir des parallèles avec la presse. Il n'y a plus de renouvellement de la population. Ça arrive dans un pays comme nous, et ben alors on ne parle plus personne. C'est stupide. C'est stupide. De regarder l'histoire, la Grèce, c'est une des raisons de sa décadence à l'époque. Décadence totale. Bien sûr, c'est l'arrêt de la famille, c'est l'arrêt du développement des enfants, c'est l'arrêt de l'éducation, c'est un danger énorme pour l'ensemble de la nation. Énorme. Serge Dassault ce matin sur France Culture. Les associations de défense des homosexuels estiment quant à elles que ce projet de loi ne va pas assez loin, notamment sur les questions de filiation. Le gouvernement a renvoyé en effet à une future loi sur la famille ces questions et l'ouverture également de la procréation, médicalement assistée aux couples de femmes, mais le texte pourrait encore évoluer pendant le débat au Parlement qui a été décalé de décembre à janvier pour laisser plus de temps à la réflexion. La croissance en France ne devrait pas dépasser 0,4% l'an prochain selon Bruxelles. Dans ses nouvelles prévisions publiées aujourd'hui, la Commission européenne prévoit un déficit public à 3,5% du PIB. On sait que le gouvernement prévoit lui une croissance de 0,8% en 2013 et un déficit de 3% seulement après 4 ans cette année. Cérémonie d'hommage à Yves Lebin dans les Alpes-de-Provence où deux sapeurs-pompiers morts dimanche dernier en intervention ont un mineur de 16 ans pompier volontaire. Cérémonie en présence du ministre de l'Intérieur. Deuxième jour de grève générale en Grèce, le Parlement peut voter la nuit prochaine un plan d'austérité
Team est 2 fois plus élevé que prévu selon TEPCO, l'opérateur placé sous le contrôle de l'État, qui demande de nouvelles rallonges désormais pour faire face à ses obligations. À Tokyo, Frédéric Jean. TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima, indique déjà que le coût de décontamination des sols et des eaux de la région est appelé à augmenter davantage encore, car les rejets radioactifs s'étendent au-delà de la zone interdite des 20 à 30 km autour de la centrale. Ce montant de 100 milliards d'euros est insuffisant pour décontaminer et dédommager une centaine de milliers de riverains de la centrale, plus 1 million d'autres personnes ayant souffert elles aussi de l'accident. Le montant n'inclut pas le coût encore plus élevé du démantèlement ces 40 prochaines années des 4 réacteurs ravagés sur les 6 que compte le site de Fukushima. Ce montant ne prend pas en compte non plus les 2 réacteurs épargnés de la centrale, ni les 4 autres de la deuxième centrale de Fukushima qui n'ont pas été détruits par la vague géante car construits en deux. TEPCO va installer à Fukushima un centre de recherche pour développer les technologies nécessaires au nettoyage du site et des environs. Tokyo, Frédéric Jean, RFI, en français. La violence en Syrie, les attentats meurtriers se multiplient à Damas. L'opposition syrienne espère que la Syrie sera en tête des priorités de Barack Obama pour son nouveau mandat. Et Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 pour son roman Le Serment sur la chute de Rome, chez Actes Sud, en lice pour la plupart des prix littéraires. Cette année, il a été choisi au 2e tour. Son livre porte le lecteur dans la montagne corse, une fable sur les espérances déçues. Tout à l'heure, l'écrivain s'est déclaré très surpris de cette réponse. L'important, c'est de passer. C'est la première fois que j'ai 5 fois. C'est énorme. Si vous faites le compte des fois que j'ai eu pendant les autres prix, c'est un chiffre astronomique, ça. Moi, dans mon esprit, je pensais que ce texte-là recevrait un accueil beaucoup plus favorable que j'ai laissé mon âme à cause de peut-être, je sais pas comment dire, une histoire de Corse. Je me disais que son potentiel réception clinique était quand même pas exceptionnel. Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012, le jury réuni au restaurant Rouen, également aussi le prix de Renaudot à la pointe d'Air scolastique de Mocafonga pour Notre-Dame du Nil chez Gallimard. Il écrit la montée de la Réunion Tutsi qui a abouti à la tragédie de 94 au Rwanda. La suite de la 4e journée de la Ligue des Champions, Lille joue ce soir en Allemagne contre le Bayern de Munich. Et puis la Bourse de Paris en baisse actuellement que la française perd 0,9% à 3445. France Info, 15h09. France Info Météo, avec le CIC, banque, assurance et téléphonie mobile. Jean-Michel Polinski, Météo France. Toujours beaucoup de soleil cet après-midi pour toutes les régions situées au sud de la Loire, en haut, en dessous d'une ligne Anjou, Sologne, territoire de Belfort. Plus au nord, la grisaille tenace pourra s'agrémenter de quelques trouées. Les éclaircies les plus franches vont se développer au nord de la Somme. Les températures maximales voisines de celles enregistrées hier vont varier entre 7 et 9 degrés pour le quart nord-est et 17 à 19 sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Vous aurez 12 degrés à Grenoble, Toulouse, Montélimar, Paris, Reims et Lille, 13 à Bordeaux et à Brest, 14 degrés sur Rennes et La Rochelle et 15 à Nîmes. Demain, il y aura peu de changements avec un ciel toujours chargé du nord de la Loire au nord-est, du soleil plus au sud après la levée des brouillards. En cours d'après-midi, des ondées en provenance d'Espagne vont commencer à toucher le sud de la Garonne. Vendredi, elles vont gagner une grande moitié ouest le matin, puis la majeure partie du pays avant la fin de la journée. On parle maintenant du Vendée Globe à 15h10. Le départ sera jeudi samedi des Sables d'Olonne. Ils sont 20 à Nancy pour succéder au palmarès à Michel Foucault qui avait fait son tournoi en 84 jours. La moyenne d'âge de cette édition est de 43 ans. Parmi les concurrents, on trouve deux marins qui dépassent la cinquantaine. Fabrice Ricoeur. Ils ne font pas partie des favoris, mais avec leur grande et longue expérience, ils sont des candidats tout à fait crédibles au podium en fonction des circonstances de course. Le Britannique Mike Golding, 52 ans, et le Suisse Dominique Verdon, 57 ans, ont pour point commun de s'apprêter à prendre le départ de leur 4e Vendée Globe. Ils sont les seuls dans ce cas. 7e en 2001, 3e en 2005, victime d'un dématage alors qu'il était en tête il y a 4 ans au sud de l'Australie. Mike Golding, les skippers de Gamesa, comptent sur cette expérience pour bien figurer. Avoir l'expérience de 3 Vendées est un avantage parce que l'expérience est la plus grande partie de la connaissance. On sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Clairement, la chose la plus importante est de jouer la plus longue partie. Il faut réaliser que c'est vraiment une course très longue. Ça ne sert à rien d'être en tête de la course, il faut l'être à la fin. Mike Golding est aussi le premier
États-Unis. Le président démocrate sortant l'annonce lui-même sur son compte Twitter. Édition spéciale ce matin sur France Info. J'aurais aimé être capable de pouvoir remplir vos espoirs. Merci. Chez les militants, c'est le coup de massue. Anne Lamotte est l'envoyée spéciale de France Info à Boston. Les gens sortent petit à petit de l'énorme palais des congrès, certains les larmes aux yeux, complètement dépités, comme Judy, républicaine, qui croyait terriblement à cette élection. On méritait cette victoire. Je me sens super mal ce soir parce que je ne pense pas que ce soit Mitt Romney le problème. Je pense que c'est le parti le problème. Faut qu'il change. Vous savez, la plupart des Américains sont assez modérés, finalement. Et le parti républicain a été beaucoup trop à droite dans cette campagne. À Chicago, en revanche, dans le McCormick Place, où Barack Obama doit prononcer son discours de victoire, c'est presque l'hystérie. Sébastien Paour est sur place pour France Info. La population qui saute, qui brandit des drapeaux américains et qui manifeste sa joie pour cette réélection dans son fief ici de l'Illinois. Barack Obama qui donc est réélu pour un second et dernier mandat à la tête des États-Unis. Dans cette élection, vous, le peuple américain, vous nous avez rappelé que toute la route que nous avons effectuée a été dure. Que nous nous sommes battus, que nous avons rendu coup pour coup. Nous savons au fond de nos cœurs que les États-Unis d'Amérique ont encore tellement à donner. Et je veux remercier chaque Américain qui a participé à cette élection. Très vite, le nouveau président tend la main aux républicains. On s'est peut-être battu férocement, mais c'est seulement parce qu'on aime ce pays profondément. Dans les semaines à venir, j'ai hâte de m'asseoir avec le gouverneur Romney pour parler de ce que l'on peut faire ensemble pour faire avancer le pays. Travailler ensemble, pourtant, ça ne sera pas facile. L'analyse de Pierre-Yves Dugas, correspondant permanent de France Info à Washington. Les Américains, ce soir, votent pour le statu quo. Ils reconduisent Barack Obama, mais ils reconduisent aussi la majorité républicaine de la Chambre des représentants. Barack Obama va donc se retrouver dans une situation où, en face de lui, il aura les leaders républicains de la Chambre des représentants, avec lesquels il n'est jamais parvenu à s'entendre depuis 4 ans. Les hausses d'impôts qui sont exigées par Barack Obama pour réduire le déficit budgétaire vont continuer de poser problème. Il va falloir des deux côtés faire des compromis. Isabelle Labéry, France Info. Marcel Hutt,
début. Sur la durée. Je pense que c'est la pensée qui, au départ, a permis à l'humanité de se libérer de la forêt tropicale et que c'est grâce à la pensée qu'il a conçu un équipement culturel qui lui permit de s'aventurer en dehors de cette protection forestière. Donc je considère que l'apparition de la pensée n'est pas la conséquence de la bipédie ou de la sortie de la forêt, mais au contraire c'est le moteur de cette aptitude culturelle. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est parce que toute population actuelle, aujourd'hui, conçoit ses fonctions sociales ou techniques toujours via la tradition, c'est-à-dire via les concepts transmis par la parole. Et il n'y a aucun moment où on voit apparaître une cassure dans ce processus-là. Donc, j'ai plutôt tendance à penser que comme les sociétés d'aujourd'hui, les plus primitives sur le plan technique, ont une conception mythologique très élaborée, ou esthétique par exemple, il n'y a aucune raison que ceux qui ont la même technologie dans le passé n'aient pas eu la même mythologie. Marcel Hott, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? D'abord une soif d'explication, une soif de connaissance. Une soif d'harmonie aussi peut-être, hein, parce que ça apparaît beaucoup dans votre livre. Quand je parle d'harmonie, je parle d'un équilibre qui est entretenu entre les différentes composantes sociales, techniques, esthétiques d'une société à un certain moment et la nature. Vous pourriez me donner un exemple où se noue cette harmonie? À toute période, on observe une intégration du mouvement du corps, par exemple, avec la production alimentaire. On ne distingue pas dans les populations traditionnelles ce qui est le plaisir de la danse, par exemple, avec l'emprise que cette danse peut avoir sur le destin de l'humanité et sur l'emprise de la nature qui s'ensuit. Donc, une correspondance intime entre les fonctions alimentaires qui sont tout de même liées à la survie de l'espèce et l'aspect ludique, plaisant des activités spirituelles. Et c'est ce que j'ai voulu retrouver d'abord dans les populations relatives